Proposé par nos 3 associations. Heu, donc effectivement, par nos 3 associations, donc l'ALE 08, donc l'Agence locale de l'énergie, des Ardennes, Lorraine Énergie Renouvelable et Alteradas Énergie. Donc ce sont 3 associations qui travaillent en collaboration, sur les enjeux de la réduction de l'énergie, de la promotion des énergies renouvelables et qui, ont notamment, monté qui travaillent en collaboration sur le réseau Géclair et Générateur. Donc ces déjeuners sont des rendez-vous mensuels qui traitent d'enjeux énergétiques, hein. C'est toujours en ligne, toujours au même horaire, donc c'est le deuxième lundi de chaque mois. Donc le format est court, c'est 30 minutes. L'idée, c'est vraiment d'introduire des sujets sans prétendre à l'exhaustivité et c'est aussi de permettre l'intervention, de personnalités extérieures qui viennent renseigner sur les projets d'énergie renouvelable. Donc le déroulé de ce déjeuner. Donc, en ce qui me concerne, je vais faire une courte introduction sur ce que c'est que l'agrivoltaïsme, donc un aperçu de la diversité des installations agrivoltaïques qui existent, donc les différents systèmes agrivoltaïques. On va ensuite parler de l'évolution des définitions de l'agrivoltaïsme au cours du temps. Et ensuite, on parlera du cadre légal actuel avec la publication du décret agrivoltaïsme, donc du 8 avril 2024, donc qui est assez récent. Et ensuite, on aura un retour d'expérience sur un projet agrivoltaïque en élevage ovin. Donc, on aura le témoignage de Stéphane Hermann, qui est exploitant agricole et porteur de projets agrivoltaïques à Richefort-le-Château, une commune dans le sud de la Moselle, à la frontière avec la Meurthe-et-Moselle. Et enfin, on aura un temps d'échange. Donc, une définition et un enjeu important de l'agrivoltaïsme. Donc, la définition, c'est simple, c'est une installation de production d'énergie photovoltaïque qui est située sur la même parcelle qu'une production agricole. Il y a cette notion de simultanéité du foncier. Et cette installation agrivoltaïque doit apporter un service à la production agricole. L'idée, c'est de partager la ressource lumière. Et le grand enjeu, c'est évidemment l'accélération de l'installation d'énergie renouvelable qui est liée à l'urgence de la transition énergétique. L'autre enjeu qui est connexe, que j'ai pas noté, mais qui est très important et qui parcourra en filigrane toute la présentation, c'est la nécessité du maintien de l'activité agricole et de la préservation donc de l'activité et du foncier agricole. Alors, quel intérêt agronomique pour l'agrivoltaïsme? Donc, l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire les installations qui vont produire de l'énergie et qui seront sur les mêmes parcelles que des parcelles agricoles, ont des impacts sur ces productions agricoles. On a des impacts négatifs d'un côté, donc avec une diminution des rendements liée à la baisse de l'ensoleillement, des difficultés de mécanisation qui sont liées à la présence de structures photovoltaïques, donc les modules, les pieux. On a également de potentiels problèmes d'hygrométrie du sol, avec des panneaux fixes non verticaux, c'est-à-dire qui empêchent la pluie d'atteindre le sol. On a une augmentation éventuelle des tâches manuelles, donc liées à la difficulté de mécanisation, qu'on avait vu juste avant, et une diminution de l'espace cultivable disponible. Ça, c'est pour d'éventuels impacts négatifs qu'il s'agira de réguler. Et à côté de ça, on a des impacts qui sont positifs avec un ombrage protecteur, hein, qui sera très important lors de fortes chaleurs. Ça va notamment impacter le bien-être animal. On aura également une protection contre les phénomènes météo extrêmes, donc la grêle, pardon, le gel, les tempêtes, les vents violents. Ça assurera également une protection contre certains prédateurs et une diminution du risque de certaines maladies qui prolifèrent en présence d'eau. Donc là, on pense aux champignons, au mildiou notamment. Voilà, donc je vais vous passer en revue successivement quelques grands systèmes agrivoltaïques, les principaux en tout cas. Donc on a d'abord les structures fixes basses qui vont servir en cas d'élevage ovin ou de grande culture. Donc là, on voit à gauche une photo illustration et à droite une coupe de profil avec les animaux qui tiennent en dessous. Donc là, la synergie avec la production agricole, c'est que ça va procurer un ombrage pour les animaux et une protection pour les intempéries.
Et le principal enjeu logistique, d'un point de vue agricole, donc, c'est de laisser un espace intertable suffisant pour permettre le passage des engins agricoles et d'avoir une hauteur de panneau suffisante pour permettre le passage des outils et puis bien sûr l'abri des animaux. On a ensuite les structures fixes hautes. Donc là, on parle d'ombrières de culture qui vont s'appliquer dans le cas de vergers ou de vignes. Donc là, pareil, vous avez des photos et les vues de coupe. Ce sont des exemples. Avec la synergie entre photovoltaïque et production agricole, ça va procurer un ombrage et une protection contre les intempéries. On a également les trackers bas qui vont s'appliquer en cas d'élevage et de grandes cultures. Donc là, on est dans le cas de systèmes de panneaux mobiles qui permettent d'adapter l'orientation de panneaux à la position du soleil. Donc, l'apport pour la production agricole, ça va être un microclimat tempéré pour les cultures, une protection contre les intempéries et une protection contre le vent. Pareil, on aura aussi des enjeux logistiques qui seront similaires à ceux qui ont été cités pour les structures fixes basses, donc concernant le passage des engins agricoles et la hauteur de panneaux. On aura des trackers hauts, donc ça va concerner encore une fois la filière plutôt arboricole et viticole, avec un apport pour la production agricole qui concernera l'ombrage et la protection contre les intempéries. Et enfin, dernière grande typologie identifiée, les serres photovoltaïques qui vont s'appliquer pour l'arboriculture, le maraîchage et l'horticulture en particulier, avec l'apport d'un microclimat tempéré, des protections contre les intempéries, une protection contre le vent, etc. Voilà, donc ça, c'était un passage en revue très rapide des différentes typologies qui existent dans l'agrivoltaïsme. On va maintenant s'attarder rapidement à décrire les différentes définitions qui ont vu le jour successivement concernant l'agrivoltaïsme. Donc en 2011, on a eu une première définition en France par l'INRA de l'agrivoltaïsme et ça définissait cette activité comme la simple superposition de panneaux photovoltaïques et de cultures agricoles sur la même culture, sur la même parcelle, pardon. En 2017, deuxième définition, c'est proposée par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, dans son appel à projet, qui décrit l'agrivoltaïsme comme une production photovoltaïque secondaire par rapport à une production agricole principale, avec une notion de synergie entre les deux activités. En 2021, on a une définition intéressante, dans le cadre d'une étude de l'ADEME très intéressante également. Donc là, on parle encore une fois de simultanéité sur la même surface donc on trouvera des panneaux photovoltaïques et une production agricole. Et c'est précisé que les panneaux photovoltaïques influencent la production en apportant un de ces quatre services. Donc adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, amélioration du bien-être animal et apport de services agronomiques précis comme la réduction du stress thermique ou hydrique. Elle apporte également d'autres définitions importantes, donc la nécessité de la subsistance de la vocation agricole du foncier, la pérennité du projet agricole et la réversibilité du foncier agricole, c'est-à-dire la non-alternance. On a une reprise, presque mot pour mot, de la définition de l'ADEME avec cette notion de réponse à un besoin agricole euh, euh, dans la définition de l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, le cadre légal de l'agrivoltaïsme, c'est celui défini par la loi APER du 10 mars 2023, puis précisé par le décret du 8 avril 2024. Donc avant, pour rappel, le permis de construire sur zone NAF, donc naturelle, agricole et forestière, était autorisé ou non selon une grille d'analyse propre aux équipements collectifs assurant un service d'intérêt général. Donc on avait en principe une interdiction de toute nouvelle construction sur terrain agricole, sauf si ces constructions n'étaient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, voire étaient nécessaires à l'activité agricole. Aujourd'hui, le décret du 8 avril vient fixer un cadre différent. Donc, les installations photovoltaïques sur terrain naturel, agricole et forestier sont autorisées dans deux cas de figure, soit si elles sont définies comme installation agrivoltaïque. Et donc là, les critères pour être définis comme installation agrivoltaïque euh, sont largement issus, en tout cas, des grands principes de l'étude ADEME 2021. Donc, soit on a des installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Donc, ça vient encadrer les implantations photovoltaïques sur foncier agricole, y compris si les terres ne sont pas exploitées. Donc, on va passer en revue les principales mesures du décret. Donc, on a d'abord des dispositions communes. Donc, les installations
agrivoltaïques et agri-compatibles sont autorisées pour une durée maximale de 40 ans, avec une prorogation éventuelle de 10 ans lorsque l'installation présente encore un rendement significatif à la fin de cette durée de 40 ans. Et par ailleurs, la réversibilité des installations doit être garantie. Donc là, on a euh, un démantèlement obligatoire par le porteur de projet au plus tard 1 an après le terme de la durée d'exploitation. Et par ailleurs, les fonctions écologiques du sol ne doivent pas être affectées. Ça, on en a déjà parlé. Alors, concernant les dispositions clés pour les installations agri-compatibles, donc je rappelle que l'objectif, c'est de protéger le foncier agricole de l'artificialisation, y compris si les terres ne sont pas exploitées. Donc, les installations agri-compatibles, elles pourront être implantées sur des surfaces naturelles, agricoles et forestières, uniquement sur des terres incultes ou non exploitées depuis une durée de plus de 10 ans. Et ces terres, elles seront identifiées dans un document cadre qui sera établi sur proposition de la Chambre d'agriculture départementale par le préfet de département. Donc concrètement, le cheminement que ça suit, donc voilà, on a eu la publication du décret le 8 avril. Dans un délai de 9 mois, les chambres d'agriculture départementales devront faire les propositions des terres qui devront être incluses dans ce document cadre. À la suite de ces 9 mois, on aura la transmission au préfet, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la CDPENAF, qui rendra un avis simple, donc qui sera uniquement consultatif. Tout cela sera transmis ensuite au préfet, qui publiera l'arrêté préfectoral, donc arrêtant le document cadre. Et ce document cadre départemental sera révisé tous les 5 ans. Alors maintenant, passons aux dispositions concernant les installations agrivoltaïques. Donc la définition d'abord posée par le décret de l'agrivoltaïsme. Donc c'est une installation de production d'électricité utilisant de l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole, où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Donc si on répond à la définition, c'est très important parce que cette caractérisation en installation agrivoltaïque qui nécessite l'avis conforme de la CDPENAF. Donc, elle permet l'autorisation de l'installation par le préfet et également d'obtenir les aides PAC, la politique agricole commune. Donc, il y a 3 grandes catégories d'obligations pour être caractérisée installation agrivoltaïque. D'abord, l'installation doit être située sur une parcelle agricole et apporter des services agronomiques. J'en ai déjà parlé, donc je vais le redire rapidement. Donc, soit le service apporté, c'est l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas, l'amélioration du bien-être animal ou des services, l'apport de services agronomiques précis. Deuxième grande catégorie d'obligations, donc la production agricole doit demeurer l'activité principale exercée sur la parcelle pour ne pas porter atteinte à la profession et au foncier agricole. Donc, ce qui signifie que ce qui a été posé par le décret, c'est que la superficie des parcelles rendues non exploitables par l'installation agrivoltaïque ne doit pas excéder 10% de la superficie totale couverte par l'installation. Ce qu'on entend par surface rendue non exploitable, c'est vraiment la surface d'emprise au sol, hein. On parle des pieux, des pistes lourdes aménagées pour l'installation agrivoltaïsme notamment. Ensuite, le taux maximal de couverture des parcelles agricoles par des installations agrivoltaïques de plus de 10 MW ne pourra accéder 40%. Donc le principe, c'est les installations de 10 MW, mais dans les faits, on suppose que l'autorité administrative sera également regardante pour les installations qui font moins de 10 MW. Ensuite, la hauteur de l'installation ainsi que l'espace interrang devra permettre une exploitation normale, en assurant la circulation et l'abri des animaux, le passage des engins agricoles. Ça, on l'a un peu vu tout à l'heure. Troisième grande catégorie de critères pour être caractérisé agrivoltaïque. Donc l'installation sera située sur une exploitation d'un agriculteur actif, c'est cette notion d'actif qui est important, et devra lui garantir un revenu durable et une production agricole significative. Donc, un agriculteur actif, qu'est-ce que c'est? C'est une personne physique à son compte ou faisant partie d'une société agricole qui n'a pas fait encore valoir ses droits à la retraite. Une production agricole significative, ça signifie que la moyenne du rendement par hectare devra être supérieure à 90% de la moyenne d'une parcelle témoin. Donc, il y aura des dérogations possibles. Ensuite, c'est la notion de revenu durable. Donc, pour les agriculteurs déjà actifs, la moyenne des revenus issus de la vente de la production agricole après l'implantation agrivoltaïque ne devra pas être inférieure
à la moyenne des revenus générés avant l'implantation de cette installation. Et pour les nouveaux agriculteurs, le revenu à comparer, eh bien, c'est celui obtenu par d'autres exploitations du même type localement. Enfin, dernière notion importante, la durée pendant laquelle une parcelle agricole accueillant une installation agrivoltaïque peut rester sans exploitant agricole est fixée à 18 mois maximum, hein. Donc le foncier agricole doit toujours avoir une vocation agricole. Donc voilà, donc dernière slide avant le retour d'expérience. Quel équilibre entre production et maintien d'activité agricole finalement? Donc le décret met en place une régulation effective et de règles strictes, avec comme objectif le développement maîtrisé du photovoltaïque et la préservation de l'agriculture. Donc d'autres décrets sont cependant attendus, notamment celui sur le partage de la valeur, sur les technologies éprouvées, hein, qui dispensent de la zone témoin dont on a parlé, et qui va également définir plus précisément la question du suivi et des sanctions éventuelles des projets qui ne répondent pas au cahier des charges agrivoltaïques, qui répondent au cahier des charges au moment où on dépose le projet, mais qui n'y répondent pas dans les faits. Donc il y a des pistes qui peuvent être évoquées, par exemple doter les services instructeurs et les chambres d'agriculteurs d'outils qui permettraient un contrôle efficace pour éviter les projets alibi et qui permettraient le ruissellement de la valeur dans les territoires. Et je note enfin une dernière chose, c'est qu'une nouvelle étude de l'ADEME est en cours pour définir une méthode d'évaluation des projets agrivoltaïques. Voilà. Donc, je pense que Stéphane Herman est arrivé. Je vais lui donner la parole pour qu'il présente son projet à Richicourt-le-Château. Je précise également que le développeur Neoen, qui a développé ce projet à Richicourt-le-Château, est présent, qui pourra également intervenir pour répondre à d'éventuelles questions. Est-ce que Monsieur Herman, vous êtes là Oui, bonjour, avec bonjour nous? à tous. Je vais partager. Super. Je vais partager la présentation. Oui, oui, si vous voulez. Alors, Je sais pas, moi je vais pas, voilà, je préfère que ce soit interactif, hein, je vous le dis tout de alors, suite. que vous voyez. Euh, juste, ouais, D'accord. Bah écoutez, parce que vous avez bah la écoute, main, je vous laisse la vous avancez au parole fur et et à puis mesure. Vous avancez au fur et à mesure, donc moi j'ai peut-être, la moi, main, ouais, là j'ai pas la main du voilà, tout, et moi. je vais avancer. Enfin, vous me dites quand avancer, d'accord? D'accord, ok. Bah, juste déjà revenir un peu sur le pourquoi le projet agrivoltaïque sur la commune de Réchicourt-les-Châteaux. Déjà, je suis éleveur au vin. Dans un secteur où l'élevage ovin est très présent et où on a du mal quand même à garder nos éleveurs et nos élevages et notamment nos prairies, puisque quand un élevage ovin disparaît chez nous, ben, c'est autant de prairies qui sont labourées. Donc il y a quand même des constats assez parlants. Et sur notre exploitation et sur nos exploitations, parce que c'est un projet collectif, hein, on est deux agriculteurs, deux éleveurs de moutons, on a eu cette réflexion à se dire comment est-ce qu'on fait pour amener un peu de valeur ajoutée dans nos exploitations et maintenir nos prairies, avoir un peu de lisibilité sur l'avenir pour pouvoir maintenir nos prairies et nos élevages ovins sur nos fermes. On a eu un premier projet alors c'était plus des fermes solaires en 2010. On s'était intéressé au sujet. En 2010, dans la même configuration, les deux éleveurs ensemble, sur les mêmes parcelles déjà qui étaient identifiées. Et puis en 2012, il y a eu le moratoire et tout est tombé un petit peu à l'eau, puisque le développeur à l'époque qui nous accompagnait n'était plus forcément intéressé par le secteur au regard du moratoire et du tarif de rachat de l'électricité qui avait forcément chuté. Donc après, on avait gardé ce projet dans les tiroirs et puis la Fédération nationale ovine a lancé en partenariat avec Neoen, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, donc Neoen est présent parce que Neoen travaillait avec la FNO et avait signé, était le premier développeur à avoir signé un partenariat pour le développement de l'agrivoltaïsme en France. Et quand ils se sont intéressés un peu au nord de la Loire, parce que les premiers partenariats étaient plutôt sur le sud de la Loire, mais autour de 2018, 2017, 2018, ça s'est un petit peu ouvert sur le nord de la Loire et on avait mis un petit peu notre projet, on l'a ressorti des tiroirs et on l'a mis un peu sur la table pour s'en servir comme projet pilote, parce que la FNO, c'était bien ça, c'était avoir des projets pilotes sur l'ensemble du territoire afin de pouvoir déployer et puis de préparer un peu l'agrivoltaïsme.
puisque les décrets sont arrivés aujourd'hui, mais on en parlait beaucoup, mais avant que ça sorte, ça a pris un petit peu de temps quand même, la réglementation. Et l'idée, c'était d'avoir un peu des projets pilotes, déjà pour ouvrir la voie et puis pour faire gagner aussi certainement du temps aux projets qui devaient suivre. Voilà. Donc notre projet a été aussi validé sur le département de la Moselle par la Chambre d'agriculture comme projet pilote en 2020, exactement, oui, 2020. Et donc, c'est au moment où on avait signé la promesse de bail avec Neoen et où on a commencé à travailler vraiment le projet dans sa globalité en intégrant bien le volet agricole, parce que moi, la définition de l'agrivoltaïsme, pour moi, elle est assez simple, hein. C'est vraiment l'installation des panneaux photovoltaïques autour du projet agricole sans trop le perturber, voire l'améliorer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses depuis le départ avec le voisin. Et c'est vrai qu'on a vraiment co-construit ce projet avec Neoen dans ce sens-là. On y a d'ailleurs signé un partenariat avec l'Institut de l'élevage parce que l'autre idée, c'était aussi de créer de la référence, puisque comme tout projet pilote, il fallait qu'on ait des chiffres pour pouvoir alimenter une base de données et notamment les réseaux d'élevage, puisque mon exploitation est dans les réseaux d'élevage depuis 2005. Donc, on a déjà toute une masse d'informations sur l'exploitation et l'idée, c'était d'approvisionner une autre masse d'informations avec l'agri-PV. Et, euh, et de là, donc, on a réfléchi à ce projet et on a avancé tout doucement. Donc, Neoen nous a fait aussi des propositions puisque bon, il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal de choses à regarder, des critères techniques, des critères environnementaux et autres qui font que derrière, le projet, il évolue au cours du temps, au fil du temps, puisque les études d'impact, enfin l'étude d'impact, l'étude environnementale fait ressortir quelquefois des petites contraintes environnementales et il faut s'adapter. Donc, il faut revoir un peu l'aménagement. Alors, c'est vrai que je disais le projet entre 2020 et maintenant, ben, l'implantation a évolué, hein. Elle a évolué au fil de l'eau. Elle a évolué avec notamment toutes ces études, mais aussi avec la réglementation et tout ce qu'on pouvait pressentir autour de l'agri-PV au niveau national et au niveau de la publication du décret. On peut peut-être bouger la slide parce que là, je suis en train de parler et je me préoccupe pas du déroulé en fait. Voilà, donc juste donner la zone. Alors, la zone d'étude était de 130 hectares. C'est ce qui est en rouge. C'est là-dessus que l'étude d'impact a été réalisée. On peut passer à la suivante. On a donc, voilà, avec le voisin, on a une troupe, quand on conjugue les deux, on est à 1600 brebis, hein. Moi, j'en ai 900, le voisin en a 700. Derrière, on a, bon, je viens de le dire, pérenniser l'exploitation, le contrat d'entretien. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui évolue un petit peu aussi, hein, puisque vous avez parlé du partage de la valeur, mais au-delà du partage de la valeur, il y a aussi tout ce qui est sécurisation du foncier qui est en train de bouger au niveau de l'agrivoltaïsme. Mais ça aussi, il faut que ça bouge un petit peu parce que on a essuyé les plâtres, hein. C'est-à-dire qu'au départ, on partait sur des contrats, même je me souviens les premières discussions d'éco-pâturage, et au final, qui ne correspondent pas du tout, enfin qui sécurisent pas en tout cas suffisamment le volet agricole pour notre part, pour notamment les fermiers, hein. C'est assez fragile. Donc l'idée, c'est de garder les baux ruraux ou basculer sur un bail agrivoltaïque. Enfin, voilà, il y a aussi ces genres de discussions. Juste pour dire que le projet, il a continué à évoluer au fil des années, associer plusieurs éleveurs. Ça, c'était aussi une volonté, c'était d'avoir un projet collectif parce que dès le départ, on a souhaité, sur le département de la Moselle, notre projet pilote a permis aussi d'élaborer une charte, hein. On a élaboré une charte à la Chambre d'agriculture de la Moselle, hein. On a été une des premières chambres à mettre un guide en place. Et en fait, ce guide, eh ben, il s'est inspiré de ce qui se faisait à la FNO, de notre projet pilote. Enfin voilà, ça a permis à chacun d'apprendre, je dis toujours, d'apprendre à marcher en marchant, hein, tout simplement. Mettre l'environnement au cœur du projet, bah, bien entendu, l'idée c'était quand même, euh, on a des prairies permanentes qui sont centenaires pour quelques-unes, et on est très attaché à nos prairies. Enfin, elles ont un intérêt environnemental, mais pas que, hein. Quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, ça passe aussi par le maintien de nos prairies qui captent du carbone et qui le stockent, quoi. Voilà. On peut passer à la slide peut-être suivante.
Voilà, bah, l'étude initiale, je viens un peu de l'évoquer. La partie grise, qui est, plus, voilà, sur le au niveau, du dessus du schéma, c'est l'exploitation là, hein. Donc on voit bien qu'on a le corps de ferme la zone d'étude se situe, bien derrière le corps de ferme. Donc l'idée, je l'ai pas dit, mais j'aurais peut-être dû commencer par là, on a des exploitations, nos 2 exploitations sont 100 herbagères et 100 de production d'agneaux d'herbe. Et on est confronté, depuis, ça s'est un petit peu greffé au fil des années parce qu'effectivement, avant 2020, on avait vécu une sécheresse, en 2018 et depuis, on est en 2024, on a essuyé 5 sécheresses en 6 ans et effectivement, on se rend compte on a besoin aussi à un moment donné de sécuriser la ressource fourragère et que, nos exploitations en fait en 100 herbagères, elles deviennent de plus en plus, fragiles face aux aléas climatiques. Alors, dans un sens comme dans l'autre, hein, cette année, c'est trop mouillé. Les autres années, on a eu des sécheresses, mais en fait, dans nos systèmes, dès qu'il n'y a pas d'herbe, enfin, on ne fait pas d'agneau d'herbe sans herbe, quoi. Et ça veut dire qu'économiquement, dès qu'on ne peut pas finir nos agneaux avec l'herbe de façon naturelle, on est obligé d'acheter des aliments et forcément, c'est un coût financier qui n'est pas neutre et ça remet à chaque fois un petit peu économiquement en péril nos exploitations. On peut passer à la suivante. Alors oui, le site est quand même éloigné, du village et dans le prolongement, d'une forêt, enfin, à part notre corps de ferme et nos maisons d'habitation, voilà, c'est un site quand même aussi, ça, c'est important. C'est aussi important parce que, l'impact visuel des projets et c'était un petit peu dit aussi sur la slide d'avant, il a été aussi étudié, c'est-à-dire qu'on garde toutes les haies. Nous, sur nos exploitations, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de haies, notamment en périphérie des parcelles. Et l'idée, c'est vraiment de conserver au maximum ce milieu et pour intégrer aussi le projet, le volet intégration a été hyper important, à tel point que dès 2020, quand on a commencé à mettre le projet en projet pilote, on a monté un comité de pilotage dans lequel bah, il y avait la mairie hein, avec les adjoints, donc le maire et les adjoints. Alors le maire, c'est assez simple puisque c'est moi, voilà, mais les adjoints étaient associés, la DDT, la Comcom, le PETR. Alors pourquoi le pôle équilibre territorial? Parce qu'il y a le volet SCOT, hein, le volet urbanisme. Il y avait le PNRL pour tout ce qui est volet impact paysager maintien des milieux naturels. Et tout ça, en fait, ça rejoint encore une fois ce que je disais tout à l'heure, ça a amené à faire évoluer le projet en permanence, quoi, en tenant compte vraiment des revendications et du point de vue de chacun. Et ça, c'est important parce qu'en termes d'acceptabilité, alors on en parle un peu plus aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans en arrière, mais c'est vraiment la clé de la réussite de tout projet. Donc voilà, concertation locale. Donc effectivement, après, il y a eu aussi tous les échanges qui ont pu être réalisés avec notamment la population aussi. Voilà, il y a eu de la communication un maximum de communication. On a essayé de faire fonctionner l'ensemble des réseaux, des retombées économiques. Alors voilà, il y a aussi des retombées économiques sur le territoire, il ne faut pas se le cacher. Alors ça intéresse forcément les collectivités sur le territoire. Au-delà de nos exploitations, il y a aussi des retombées qui ne sont pas neutres pour le territoire. Donc c'est pas ce que moi j'aime mettre en avant parce qu'on a construit le projet, on ne le subit pas. Donc nous, on l'a construit autour de nos exploitations. Donc, c'était pas forcément le premier levier, mais il existe. Enfin, c'était pas le premier argument qu'on mettait en avant, mais il existe. Et c'est vrai que sur des petites communes rurales, ça a aussi un impact. C'est pas négligeable. La slide suivante. Vous voyez, là, c'était juste pour montrer un petit peu aussi, voilà, un peu l'environnement dans lequel on est, avec la projection. Vous voyez les photos avec les points de vue existants et avec l'implantation des panneaux. Alors là où il n'y a pas de buissons ou de haies, il y aura des haies qui seront recréées ou créées, voilà. Donc on maintient au maximum le milieu en place et on recrée des haies ou des choses comme ça à l'endroit où on souhaite améliorer l'intégration paysagère. La suite.
Alors là, voilà un peu, le projet, voilà, la première variante, qui avait été, faite tout au début. Je vous montrais les 130 hectares de zone d'étude, pour arriver au final aux 50 hectares qui ont été retenus. Sur les 50 hectares, il y a 17 hectares de panneaux. Déjà à l'époque, on avait, au-delà du décret, on avait déjà réfléchi à un pourcentage aussi de couverture, un taux de couverture, qu'on souhaitait avoir autour de 30. Alors il y avait, c'était en lien avec les préconisations qui existaient, notamment le guide de la FNO, mais aussi le guide qu'on avait en Moselle. On avait tablé à 35 à l'époque. Mais et il y a eu un autre critère qui est venu se mettre là-dessus, c'est quand même le décret PAC qui n'est pas neutre. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui on monte un projet agri-PV et ne plus avoir la PAC. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on continue à toucher la PAC sur nos parcelles. Pour moi, une parcelle, elle est agricole à partir du moment où il y a de la PAC qui tombe dessus, quoi. Donc l'idée, c'était aussi de tout faire pour que derrière, ça n'altère pas trop nos exploitations parce que le fait de ne plus avoir de PAC sur ces terrains pourrait impliquer un effet domino sur les fermes, il faut le savoir, en termes de chargement, en termes de différentes aides sur lesquelles on peut aller, notamment sur l'indemnité au handicap naturel. Enfin voilà. Et ça, tout ça, faut le prendre en compte très en amont des projets et essayer en tout cas, je pense que c'est essentiel. À l'heure d'aujourd'hui où on se parle, c'est quand même essentiel que ces terres puissent être encore éligibles à la PAC. Alors, on avait juste avec l'IDEL, quand même, avec l'Institut de l'élevage, tout au début vraiment la première implantation qui avait été faite, le premier projet d'implantation, on avait réfléchi effectivement à tout le confort qu'on pouvait amener parce qu'on a un système d'exploitation par lot déjà d'une et par parc, c'est-à-dire que sur un même îlot, on a plusieurs parcs. Je vais schématiser. Moi, on tourne avec je mets 80 brebis avec des doubles, donc avec deux agneaux chacune, sur des îlots qui font 15 hectares, séparés en deux parcelles de 7 hectares et demi. Ça, c'est ma façon de travailler, c'est notre façon de travailler avec le voisin. Et l'idée, c'était avec l'agrivoltaïque, pardon, de réfléchir aussi à l'implantation dans les mêmes conditions. Quand je disais de ne pas perturber, c'est vraiment ça, quoi. Sauf en essayant peut-être d'amener un peu plus, par exemple, le réseau d'eau, puisque aujourd'hui on a encore des tonneaux d'eau, on a encore des choses comme ça. On a ramené les réseaux d'eau, on a réfléchi aux différents paddocks, hein, comment refermer un peu les parcs. Voilà, donc tout ça, c'est quand même essentiel de pouvoir redimensionner les choses pour avoir des conditions de travail qui évoluent et qui évoluent d'une façon positive. Voilà, on peut peut-être passer. Alors ça paraît dense, hein. Ça c'est voilà, alors là, c'est encore une autre implantation. Ça paraît dense sur les panneaux et ça, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire sur, toutes les projections qui sont faites, par les développeurs. Je suppose qu'il y en a qui participent, quand on montre une carte comme ça fait peur, en fait. Voilà, ça fait peur, même moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit: «C'est pas ce qu'on souhaite». Quand on parle de 17 hectares de panneaux sur 50 hectares, bah, c'est pas ça réellement. Il faudrait quand même à un moment pouvoir projeter les choses un tout petit peu différemment pour rassurer. Alors, je sais que les outils informatiques, peut-être, mais je pense qu'on peut le faire avec la technique parce que quand on voit ça, ça perturbe. Et en fait, quand on ramène au taux de couverture qui est autour des 30, on est à 31 exactement, on est bien moins de ça en termes d'implantation et de densification des panneaux, quoi. Voilà. Alors vous voyez, il y a des zones, par exemple, je prends la zone en bleu, enfin tout ce qui est bleu ciel, c'était les zones à enjeux environnementaux. Et on en a une au milieu d'une parcelle là, qui s'est greffée parce qu'il y a eu une deuxième étude environnementale qui a été demandée par le préfet. Et on nous a trouvé une zone humide en sommet de côte. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Alors, c'était là, il y a 2 ans quand il pleuvait, là, en 2022. Là, ils sont venus faire. Bon, voilà. Donc, il y a eu de nouveau une zone d'exclusion, en fait, avec Neoen a refait l'implantation et a exclu cette zone. Qui pour autant, hein, très honnêtement, n'est pas une zone humide, mais bon, voilà, ça a été pris, ça c'est important, hein, en fait.
c'est hyper important. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Ça a beau être important, mais l'environnement, vous connaissez comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on n'implante pas des panneaux n'importe où. Et comme tout projet, ben, il faut suivre les recommandations de l'État. Donc là, juste pour rappeler, donc les 50 hectares, 39 mégawatts, oui, ça va être la puissance installée, 2 exploitations ovines. Et alors, un des points forts, et c'est vrai que j'aurais pu aussi le dire, parce que c'est ce qui nous a fait, il y a déjà 15 ans en arrière, réfléchir à un projet à l'endroit là, c'est qu'on a le poste source à 500 mètres. Alors, il est plus précisément à 300 mètres du bord de la parcelle, là, qui est plus au nord, là où il y a vous voyez la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la ligne, c'est la ligne haute tension, et qui va au poste source dans le prolongement, là, sur le haut du schéma, qui est le poste source à 300 mètres. Voilà. Donc ça a été un plus, et de se dire, bah voilà, il y a vraiment un intérêt à réfléchir à un projet comme ça, tout près du poste source. La slide d'après, je vois s'il y en a encore d'ailleurs. Voilà. Effectivement, on est arrivé au terme de la présentation en tant que telle. Je sais Et pas il est si midi Newen. 40, donc merci beaucoup pour la présentation. Je propose peut-être qu'on passe aux questions s'il y en a, donc sur, bah, j'imagine, le retour d'expérience, hein. Alors, si Effectivement, quelqu'un... voilà, on a une question écrite, enfin deux questions écrites et une question où une personne souhaiterait prendre la parole pour exprimer sa question. Donc, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez tuer votre micro, monsieur Coty Bernard. Oui, pardon. Je suis désolé, mais moi, écrire et en même temps écouter, j'arrive pas. Et puis, ma question, elle est plutôt sur le début de la présentation. J'ai vraiment pas compris la différence entre une installation agrivoltaïque et une installation agri-compatible. Parce que déjà, ça a été lu beaucoup trop vite, le texte, et donc, pas moyen de comprendre la différence entre les deux. Et puis, j'avais une deuxième question. Quand on a un projet alors voltaïsme ou d'agri compatible, j'en sais rien. Euh, Est-ce qu'on peut en faire la demande ou est-ce qu'on doit se plier à l'injonction du préfet concernant les zones qui pourraient être compatibles? Alors, Voilà. je, je- je vais répondre. Alors, je sais pas si moi je vais répondre avec mes mots, hein. Je sais pas. Oui. Alors, je suis aussi impliqué dans l'agrivoltaïsme au national, hein. Donc voilà, j'ai un peu, je suis de très près ce dossier. Notre projet pilote est venu trop de façon, enfin, on a essuyé beaucoup de plâtre, notamment avec le syndicalisme, hein. Moi, je vais être très franc. On n'était pas tous d'accord sur le développement parce que tout le monde voyait du photovoltaïque au sol, hein. L'agrivoltaïsme, ça parlait pas à beaucoup de monde. Et en fait, même le préfet, à un moment, a fait arrêter le projet. On a eu une année où c'était un peu flou, parce que, et c'est ce qui amène à l'instruction, parce que je pense que votre question, elle est liée à ça, hein, c'est que, en fait, nous, le permis est accepté, mais on n'est pas en agri PV. Le préfet n'a jamais voulu signer d'agri PV, même si on respecte tous les critères. Il n'a jamais voulu signer de PV parce qu'il n'y avait pas les textes d'application n'étaient pas encore sortis. Donc après, il a traité ça en PV au sol, avec maintien de la production agricole. Et c'est ça du PV compatible. Donc, voilà un peu, et c'est ce qu'on est en train de faire là. Enfin, il y a les documents cadres là qui sont en train d'être écrits, et c'est aussi l'enjeu de ce qu'on doit faire au niveau du document cadre, quoi. Je ne sais pas Donc, si j'ai répondu à votre question, hein, ben, mais non, il y a non, eu parce que une. je sais toujours pas ce que c'est l'agrivoltaïque et Alors, l'agri-compatible, Ah, et je ne d'accord. sais toujours Bon, pas il y si a, on il y veut a- faire un projet, si on veut monter un petit projet de panneaux photovoltaïques sur de la pâture de vaches, est-ce qu'on est soumis à la zone que décidera le préfet ou est-ce qu'on a le droit de faire une demande, même si cette zone n'est pas encore définie? Parce qu'il se trouve que la Chambre d'agriculture dans le Haut-Rhin est contre oui, le oui, photovoltaïsme oui, sur les oui, terres de culture. ouais, Alors, ouais. bon, comment on Mais il y peut a deux lutter choses contre là. ce diktat? Ouais, Voilà. mais vous parlez du préfet. Là, je suppose que vous parlez des zones alors, Oui, mais d'accélération. Chambre d'agriculture et préfet, ça fonctionne un peu ensemble. Ouais, 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 et je, on je- je- fonctionne je ensemble. propose que, Mais Monsieur vous Herman, parlez du.
vous parlez des zones d'accélération. Quand vous parlez des zones du préfet, vous ne parlez pas Ah, d'autre ce chose, je sont que suppose, les c'est ça? zones d'accélération qui sont Non, mais je ne sais concernées pas, je alors. vous pose la question Alors, parce que je ne comprends pas bien. excusez-moi, je vous propose juste qu'on reste sur le sujet de l'agrivoltaïsme et de ne pas faire de conversation de manière à ce qu'on puisse répondre aux autres questions, puisqu'on est déjà assez avancé dans l'horaire. Donc, juste, Monsieur Gucci, Oui, le, pour un cadre très simple, l'agrivoltaïsme, c'est la superposition d'une activité agricole en activité euh, ok, et de panneaux photovoltaïques, alors que l'agricompatibilité, donc les projets agricompatibles, ça concerne ce qu'on appelle des zones, des terres incultes ou des terres qui sont non exploitées depuis une certaine durée. Donc là, en l'occurrence, c'est 10 ans, d'accord? Donc parfait, ça veut dire très bien. que c'est du foncier qui a une vocation agricole, mais qui n'est pas utilisé, d'accord? Mm. Donc, sur ces terrains-là, on n'a pas les mêmes critères, l'agrivoltaïsme, les mêmes avantages que l'agrivoltaïsme, d'accord? Merci beaucoup. Euh, je vous en prie. Euh, Ensuite, il y a plusieurs questions également, Monsieur Herman, donc je me permets de vous les lire. Donc, vous avez mentionné les contraintes relatives à la sécurisation du foncier et les contraintes environnementales, mais on peut également s'interroger sur l'absence d'une fiscalité dédiée pour les projets agrivoltaïques. Donc effectivement. Donc, Une fiscalité est-ce que vous dédiée avez... pour l'agrivoltaïque. Alors, il y a une ouais. fiscalité qui existe, hein, c'est l'IFER aujourd'hui. Il y a pas de, voilà, il y a quand même une fiscalité qui redescend dans les collectivités. Et puis après, il y a des réflexions. Alors, il y a un décret, vous l'avez, je pense, tout à l'heure évoqué, sur le partage de la valeur. Il y a des choses qui sont en discussion où ça va être évoqué. Mais voilà. Après, c'était quoi l'autre question sur l'environnement? Simplement le fait que vous ayez mentionné donc les contraintes environnementales, mais c'est simplement le fait qu'il y avait des contraintes environnementales, mais aussi la question de la fiscalité. Mais je pense que du coup, vous avez à peu près répondu. Alors, on vous demande également quelles ressources financières hors investissement direct sur l'installation. Est-ce que peut-être celui qui a posé la question peut préciser sa question? Monsieur Sifrit, Ouais, on me voit là, je sais pas. on vous entend. Oui, on nous entend. Bon, oui, oui, c'était pour préciser, c'est donc, on ne parle pas de l'investissement, évidemment, si en tant que particulier, les agriculteurs investissent, bon, bah, c'est clair qu'ils auront des retours, mais en dehors de ça, c'est-à-dire la location du terrain, de comment ça se passe et quel montant ça représente, tout bêtement, quoi, comme un poteau électrique qu'on met dans une pâture, bon, ça ramène des sous par an. Donc là, comment ça marche? C'est-à-dire que là, qu'est-ce que vont récupérer les deux exploitants agricoles sur l'installation elle-même, le fait qu'il y ait une installation sur leur terrain? Est-ce que c'est clair, Ouais. non? Oui, oui, moi c'est très clair. Ouais, c'est un sujet qui est important parce que Ah oui, par exemple, sur la Moselle, nous, dès le départ, on avait fixé des règles en disant sur l'indemnité, c'est comme les éoliennes, hein. Les éoliennes, il y a le propriétaire, il y a l'exploitant, les deux touches. Et l'idée, ouais, c'était de faire la même chose en se disant il faut au moins 50%, un 50-50, voire un peu plus pour l'agriculteur en place. Voilà, nous, c'était un peu des règles qu'on a données. Après, sur les montants, très honnêtement, ça varie du simple au double, mais je vais vous donner une fourchette puisque je connais un petit peu quand même les montants. On est autour de entre 2 et 4 000 euros l'hectare. Voilà, c'est à partager entre le propriétaire et l'exploitant. Comme ça, je pense que vous avez une fourchette qui est pas trop déconnante et qui colle à peu près à la réalité du terrain. Et c'est franchement, pour moi, c'est pas un sujet tabou, hein. Ça l'est pour certains, mais ça ne l'est pas pour moi, parce que je pense que quand on parle de fragilité économique dans nos exploitations, on est en plein dedans, quoi. Moi, je me vois pas agriculteur investir des millions d'euros. J'ai pas la capacité à le faire. Voilà, parce qu'il y a des modèles aujourd'hui plus petits ou autres. Alors, moi, je pense que tout est complémentaire, hein. Ceux qui ont la capacité de le faire, ils le font. Mais dans l'agriculture, on n'a pas tous le même porte-monnaie. Donc, quand on peut rentrer dans ce genre de partenariat, je pense que c'est une bonne solution. oui, tout à fait. Merci. Et de poser les dernières questions. Alors, une question de Marion Trébout de la REC.
payé au propriétaire foncier, à l'exploitant agricole, ou est-ce que le partage de la valeur se fait via une participation du propriétaire foncier de l'exploitant agricole au exploitant agricole? Et le partage de la On entend très très mal. On t'entend très mal, On en Thomas. n'entend rien, ouais. installation, par exemple, il y a... On t'entend très mal, Thomas. Est-ce que vous m'entendez encore là? Ça va mieux? Là, c'est Oui, mieux. là, ça va mieux. Là, je crois qu'on t'a perdu. Coupe ta caméra. Mais en tout cas, la question, on reprend un peu la question d'Olivier Seyfried tout à l'heure, donc sur le partage de la valeur. Donc, est-ce que c'est un loyer qui est versé à l'exploitant et ou le propriétaire du foncier, ou voilà, c'est le partage de la valeur via une participation du propriétaire directement au capital de la société? Vous avez plus ou moins répondu, M. Herman, sur cette question-là. Mm. Bah, Euh, en tout cas, nous, sous la forme qu'on l'a imaginé, c'était une répartition propriétaire et exploitant. Voilà. Mais après, il y a différentes façons de rentrer dans le projet, hein, financièrement. Entre le capital, c'est pas exclu, hein. une- Il y a également une autre question qui vient d'arriver donc sur le code de l'énergie qui distingue les projets agrivoltaïsme et agricompatibles pour essayer de faire émerger un cadre juridique plus favorable aux activités agricoles. Or, l'outil fiscal peut constituer un soutien complémentaire pour accélérer le développement des ENR et notamment des projets agrivoltaïsme. C'est plutôt une Question-réponse. affirmation, oui. Donc, je suis désolé, j'ai eu des problèmes de connexion. Et je disais simplement que sur le partage de la valeur, hein, il y a quelques développeurs qui apportent également, qui participent en fait au développement de l'exploitation, par exemple en installant des systèmes d'irrigation, qui participent également à l'achat de plants, de paillage. On peut aussi évoquer la construction de bergeries, de la construction de clôtures. Donc ça, c'est des choses qui, dans le cadre du partage de la valeur, peuvent se faire. Ça Voilà, s'est fait donc chez nous, pour hein. Ça s'est fait chez nous aussi, hein. Tout à l'heure, quand je parlais de clôture, abreuvement et autres, on a aussi une enveloppe qui est destinée à moderniser nos exploitations. super. René, tu as pris les questions en mon absence qui avaient été posées par ailleurs. Allô, allô? Ouais, je dis que on prend la dernière question et là il est déjà 12h53, on a largement dépassé. D'accord. Ouais. Effectivement, donc on répond du coup à la dernière question. Moi, la dernière question que j'ai, donc c'est celle de Bernard Gucci. Est-ce que l'agrivoltaïsme en autoconsommation collective a un sens? Donc, Ouais. moi, ce que je peux apporter une petite réponse sur le fait qu'il y a pas mal d'organismes qui réfléchissent à ces questions-là. Effectivement, ça a beaucoup de sens de l'autoconsommation collective sur des territoires ruraux. Je Mm. vous laisse répondre, Monsieur Herman. Je crois que vous aviez Non, mais quelque moi, je chose à suis dire. complètement là-dedans. Quand on parle d'acceptabilité des projets d'un côté et répartition de la valeur, on est en plein dedans. Sauf que sur les projets assez importants, parce que notre projet, c'est quand même un projet assez important, hein. On est deux agriculteurs, on est deux éleveurs. Quand on réfléchit, ça fait 25 hectares chacun. C'est pas non plus. C'est à peu près les moyennes qu'on voit en Moselle, hein, trentaine d'hectares de projets. Juste dire que là, sur le coût de rachat d'électricité, on passe sur des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie qui, pour l'instant, ne permet pas d'octroyer une partie en autoconsommation. Et il y a un sujet aussi à faire évoluer au niveau des appels d'offres de la CRE. Voilà. Et merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Herman. Et merci à tous pour d'avoir participé. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments sur ce que c'est que l'agrivoltaïsme et surtout ce qu'a mis en place le décret paru récemment. Donc, vous pourrez retrouver
ce DGENR sur notre site, donc notre page YouTube. Et donc, je vous rappelle que le prochain DGENR aura lieu le lundi 9 juillet et sera sur les démarches administratives à obtenir dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable. Et donc, en attendant, je vous rappelle également qu'il est possible de suivre l'actualité des réseaux générateurs et Géclair sur notre lettre d'info publiée mensuellement, donc, qui s'appelle 100% ENR Grand Est. Donc, merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, Au bonne journée. revoir.